rempli de croquis complexes et de notes détaillées. Les journaux personnels de Léonard révèlent ses innombrables passions, des structures de l'anatomie humaine aux possibilités de vol humain. Léonard de Vinci est peut-être surtout connu en tant qu'artiste, avec son énigmatique Mona Lisa et sa fresque La Seine, classée parmi les peintures les plus célèbres du monde. Mais si l'on en croit les chiffres, l'art est peut-être la moindre de ses contributions au monde. Il n'a que 22 peintures exposées dans le monde et quelques centaines d'autres dessins personnels. Au lieu de cela, cet homme fidèle à sa forme, qui a vécu à l'apogée de la Renaissance italienne, à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, lorsque l'art et l'architecture étaient florissants, excellait dans un grand nombre de matières, de l'architecture à la science, en passant par les mathématiques et l'ingénierie. Ces cahiers sont remplis d'observations scientifiques, de spéculations et d'hypothèses originales, dont la plupart verraient le jour et seraient soutenues par des chercheurs indépendants au cours des siècles à venir. Il a dessiné des dessins pour d'innombrables moteurs et machines, dont beaucoup feraient plus tard leur apparition dans le monde. Les graines de la science et de la technologie occidentales qui ont germé et fleuri lors de la révolution scientifique ont été plantées lors de la Renaissance italienne, et personne n'a semé autant de graines que Léonard. Mathématicien, obsédé par la géométrie, Léonard effectuait des mesures dans la nature, recherchant des connexions et des modèles, et les exprimant mathématiquement. Il était particulièrement fasciné par les proportions du corps humain. Basé sur l'œuvre de l'architecte romain Vitruve, le homme de Vitruve, à la plume et à l'encre de Léonard, représentant une figure masculine dans deux positions superposées, avec les bras et les jambes étendus dans un cercle et un carré, explore la géométrie des proportions parfaites. Léonard résume, dans un texte écrit à l'envers sur le dessin, comment chaque partie du corps est mathématiquement proportionnelle aux autres: 4 doigts équivalent à une paume, 4 paumes équivalent à un pied, 24 paumes équivalent à un homme. Ce dessin exprime également la conviction de Léonard selon laquelle le fonctionnement du corps humain est analogue à celui de l'univers. L'homme est le modèle du monde, écrit-il. Léonard connaissait également le juste milieu, un rapport mathématique qui crée des compositions esthétiques, défini par un rapport longueur-largeur de 1618, il est associé à la proportion divine. Dans son inachevé Saint Jérôme, par exemple, la figure de l'ascète est encadrée exactement par le rectangle doré superposé. Il a également imprégné les portraits de jeunes femmes, dont la Joconde, d'éléments mathématiques de l'esthétique. Léonard a très tôt montré un penchant pour la représentation du grotesque, c'est-à-dire essentiellement des gens laids. Il était obsédé par l'idée de juxtaposer ce qu'il appelait la brutezza comme contrepoint à la bellezza. L'un illustre l'autre. Il avait toujours un carnet à portée de main pour dessiner les visages de la foule. À la fin des années 1480 et au début des années 1490, il réalisa de nombreux dessins exotiques, fantastiques et laids, d'hommes, de femmes et d'animaux. Certaines images étaient probablement des études destinées à des productions judiciaires, d'autres des caricatures de la population locale et d'autres encore des inventions simplement humoristiques. Ils prouvent tout le contraire de l'homme de Vitruve parfaitement proportionné de Léonard, mais témoignent également de ses pouvoirs d'observation et de sa perspicacité psychologique. Architecte, des dessins et des plans de bâtiments remplissent les cahiers de Léonard. Il était fasciné par le problème de l'esthétique architecturale ainsi que par l'acoustique des bâtiments religieux. Il était déterminé à découvrir une combinaison structurelle permettant à la voix du prédicateur d'atteindre le coin le plus éloigné du bâtiment. Il a inventé le Teatro da Predicar, une salle de conférence en forme d'amphithéâtre. Il fut officiellement nommé premier architecte du roi François Ier de France en 1515. Il conçut des fortifications militaires qui tenaient compte de l'utilisation accrue de l'artillerie, créant des murs en pente avec une base élargie pour éviter d'être fragilisés par des bombardements continus.
En 1102, le souverain ottoman, le sultan Bayezid II, demanda des plans pour un pont, et Léonard soumit un plan. Le pont devait s'étendre sur plus de 900 pieds au-dessus de la Corne d'Or à Istanbul, avec une arche suffisamment haute pour que les navires puissent passer en dessous. Pensant que le pont de Léonard n'était pas techniquement réalisable, le sultan a refusé sa proposition, mais les architectes modernes ont prouvé que le sultan avait tort en 2001, lorsqu'ils ont utilisé le projet de Léonard pour construire son pont au-dessus d'une autoroute en Norvège. Naturaliste. Au début des années 1490, Léonard se dirigea à 2 reprises vers le nord, dans les Alpes italiennes. Là, il notait ses observations et faisait des croquis. Les plantes, les animaux et, comme toujours, les oiseaux ont été soigneusement décrits et enregistrés. Ces randonnées ont abouti à des dessins remarquables d'orages qui décrivent avec précision la direction et la force des courants descendants connus sous le nom des 6 éléments du vent. Il a également examiné des fossiles et des formations terrestres et a formulé certaines des premières spéculations scientifiques modernes sur la géologie et l'histoire naturelle. Ces dessins de falaises montrent clairement les strates des différentes époques géologiques. Et le plus dramatique encore, il a spéculé sur une origine de la Terre beaucoup plus ancienne que la vision conventionnelle. La fascination de Léonard pour la nature a pris une tournure délibérée et organisée vers une recherche et une observation minutieuse à la fin des années 1400, alors qu'il vivait à Milan. Il commença un cahier consacré presque exclusivement à un seul domaine de recherche scientifique, l'optique ou le comportement de la lumière. Soigneux et soigné partout, les dessins sont minutieux et intègrent ses connaissances en géométrie. Ce sont l'équivalent de manuels de laboratoire modernes. Inventeur. Beaucoup disent qu'il existe peu d'inventions modernes qui n'ont pas été inspirées par Léonard, notamment le parachute, la machine à polir les miroirs, une paire de ciseaux, les ponts portables, le verrouillage à onglets et l'entraînement à ressort. Certains disent qu'il a même conçu le premier robot. Il est probablement le plus reconnu dans le domaine du vol, bien avant que le concept d'une machine volante pratique ne devienne réalité. Le génie a produit plus de 35 000 mots et 500 croquis sur des machines volantes, ainsi que sur des oiseaux en vol. Les oiseaux, écrit-il, sont des machines volantes. Anatomiste. Léonard a enregistré ses études sur l'anatomie humaine dans des dessins et des notes d'accompagnement qui révélaient des détails jamais décrits auparavant. 2 dissections humaines sont révélées particulièrement significatives. La première, sur un vieil homme, décrivait l'athérosclérose, durcissement résultant de la formation de plaques sur les parois intérieures d'un vaisseau sanguin, et l'obstruction artérielle, un diagnostic de maladie cardiaque posé des centaines d'années avant que les médecins n'en reconnaissent les symptômes. À peu près à la même époque, Léonard a pratiqué une autopsie sur un enfant et a constaté que les mêmes vaisseaux étaient dégagés de toute obstruction et que les parois des vaisseaux étaient souples, signe du corps avant que les ravages de l'âge ne s'installent. Dans les dessins de Léonard, il a également trouvé un moyen de montrer les caractéristiques sous 8 angles différents, en coupe transversale et dans plusieurs vues en coupe qui décollent les couches de muscles et de tissus pour révéler les niveaux de structure. Mais c'est l'œil humain qui fascina particulièrement Léonard. Il étudia sa structure, ses connexions avec d'autres organes et son fonctionnement précis. Pour comprendre l'œil, Léonard a imaginé une technique permettant de réaliser des dissections en plongeant l'œil dans du blanc d'œuf et en le faisant bouillir dur afin de le rendre plus ferme et plus facile à manipuler. Démystifiant l'idée dominante selon laquelle l'œil est un organe qui envoie des rayons invisibles, il propose que l'œil soit un organe récepteur qui voit au moyen de la lumière réfléchie. Autodidacte, Léonard a constitué en son temps une respectable bibliothèque privée. Vers 1492, il dresse la liste de ses biens dans ses carnets. Ce catalogue atteste de l'étendue intellectuelle de Léonard. 37 livres sont mentionnés, parmi lesquels des textes religieux standards comme la Bible, ouvrages philosophiques,
anciens et modernes, ainsi que des tomes scientifiques et mathématiques. Mais environ la moitié de la liste est de nature littéraire. Grammaire, ouvrages de rhétorique, auteurs classiques comme Tite-Live et Ovide en traduction, et poètes italiens comme Pétrarque. À l'automne 1504, Léonard enregistra un autre catalogue de ses livres. La liste s'élevait à 116 volumes, un nombre très respectable pour son époque, dont quelques manuscrits écrits sur vélin qui auraient été coûteux, témoignant de son sérieux en tant que collectionneur de livres. La nouvelle liste comprenait le traité d'architecture d'Alberti sur l'art de construire et la Summa de Arithmetica, une synthèse des connaissances mathématiques de l'époque écrite par le mathématicien Luca Pacioli, ami proche de Léonard. À cette époque, Léonard avait également élargi sa collection de littérature populaire pour inclure des romans chevaleresques, des satires, des drames et même des poèmes érotiques et de débauche destinés à une consommation tranquille.